La fin du Bellator, Big Rusty, c'était attendu, là c'est quasi annoncé. Il va y avoir le Bellator 300, donc qui était censé être un événement exceptionnel de la part du Bellator, un peu comme les UFC, chaque fois qu'il y avait les UFC 100, UFC 200, c'est censé être une énorme fête. Et ben là, il va se dérouler dans l'anonymat quasi total, j'ai envie de dire, ce Bellator 300 qui a eu lieu ce week-end. Et il y a pas mal d'éléments qui nous poussent à dire que le Bellator est déjà mort, en attente, bien évidemment, d'un rachat par le PFL qui devrait être annoncé prochainement. On va voir tout ça avec Big Rusty, mais en tout cas, l'organisation qui a longtemps espéré être le vrai rival, le vrai grand rival de l'UFC sur le sol américain, on est, on va dire, il reste plus que quelques mois pour ce Bellator, donc on va voir tout ça maintenant. Swear. Big Rusty, qu'est-ce qui te fait dire qu'on est à la fin du Bellator ? Au-delà du climat depuis déjà quelques mois et quelques années où, voilà, ils ont essayé de faire des trucs, mais il y a eu des moments où ils ont joué de malchance et des moments où peut-être au niveau de la com, c'était pas optimal, etc. Et qui a fait que ça n'a jamais complètement décollé. De la même manière que pour le coup, là, le PFL, voilà, très clairement maintenant tout le monde connaît le PFL, c'est devenu une sensation et en France en particulier maintenant. Le One FC, ils avaient trouvé leur créneau aussi et ils avaient un énorme marché en Asie, mais même de manière générale sur la com, ils sont exceptionnels, etc. Et, et on n'a jamais eu cette sensation avec le Bellator que ça explose, que ce soit dans un domaine, dans une région, etc. Et comme, en fait, au bout d'un moment, si ça n'explose pas et que du coup, qu'ils ont essayé le pay-per-view, ça n'avait pas fonctionné, ils essayent certains modèles, ça avait pas l'air de fonctionner beaucoup, il n'y a pas de champion qui sort vraiment du lot au point où tout le monde le connaît, etc. Et tu peux pas maintenir ça indéfiniment, forcément, sans qu'il y ait des répercussions sur la rentabilité des événements, à quel point tu peux le vendre et à quel prix aux différents diffuseurs, tout ça, tout ça. Et là, on savait que ça allait pas fort parce qu'il y avait déjà les rumeurs de rachat, au-delà du fait que de tout ce qu'on vient de décrire, qui faisait que forcément, voilà, ça pouvait pas durer éternellement comme ça. Et là, c'est un truc qu'a dit Ryan Bader, qui est leur champion poids lourd du Bellator, qui était censé être sur la carte de l'UFC 300. Il était censé affronter Linton Vassell. Bellator 300. J'ai dit quoi ? UFC 300. Bellator 300, pardon, excusez-moi. Et il était censé être sur le Bellator 300. Et il a révélé qu'en fait, Linton Vassell s'est blessé. Et en fait, apparemment, il y a Corey Anderson qui s'est proposé pour remplacer Linton Vassell, pour affronter le champion Ryan Bader. En plus, ils avaient un peu d'historique entre les deux, etc. Et c'est Ryan Bader qui a, je crois que c'était un tweet un petit peu cryptique, qui a dit, en fait, on dirait bien qu'ils veulent pas payer Viacom, qui est en gros, on dit quoi, la maison mère du Bellator. Ouais, le propriétaire du Bellator. Ouais, le propriétaire. Spaceship. Fais attention. Vaisseau mère, mais ta ceinture, voilà. Et en gros, du coup, Ryan Bader est en mode, moi j'étais chaud de prendre n'importe qui à ce Bellator 300, mais on dirait bien que Viacom veut pas payer. Et donc, il semblerait que le combat avec le champion poids lourd Ryan Bader soit retiré de la carte du Bellator 300. Et ça pourrait passer comme étant anecdotique, mais pour moi, c'est quand même assez énorme. Alors, après, Ryan Bader, ça a jamais non plus été la poule aux œufs d'or du Bellator. Ouais, mais ils l'ont vendu en mode c'est notre champ, et enfin, tu vois, vainqueur du Grand Prix heavyweight. Ouais. C'est pour ça, et c'était du Bellator 300, et c'est ça le plus triste, c'est que j'en ai rien à foutre vraiment de tous les combats, et c'était le combat qui vendait le plus, tu vois. Et te dire que tu ne remplaces pas ça... Ousmane Pardon ? C'était pas Ousmane ? Non, le main event, c'était censé être Ryan Bader. Ouais. Ah ouais, mais toi, moi j'étais plus hypé par le retour d'Ousmane Nurmagomedov. Moi aussi, mais je veux dire dans le sens, eux, tel qu'ils le présentaient, c'était Ryan Bader parce que ça se passe aux États-Unis, c'est un Américain, et Ousmane, c'est vrai qu'aux États-Unis, je pense qu'à l'international, c'est celui qui intéresse le plus, mais aujourd'hui, aux États-Unis, il est encore au début de sa carrière finalement. Mm-hmm. C'est vrai, donc si le gars qui était donc le main event aussi, parce que il faut aussi le dire, mais généralement, les organisations, elles opèrent par rapport au poids, c'est-à-dire, en gros, plus la catégorie de poids est élevée, c'est-à-dire que s'il y a 3 combats de championnat, ce sera la catégorie de poids la plus élevée qui prendra le main event. Généralement, c'est ça. Et aussi parce que plus les catégories de poids sont élevées, généralement, plus il y a une corrélation avec c'est une star qui est connue. Enfin,
Ouais, grosso merdo. Ça, c'est même pas une certitude. Mais et donc en fait, si Ryan Bader, qui était donc leur double champion, qui était leur main event du Bellator 300, qui est le poids lourd, etc. Si il est mis sur le banc de touche et que du coup il y a un arbitrage qui est fait par Viacom en mode bon, à la flemme de mettre du bif, c'est peut-être pas la bonne opération. C'est quand même un peu alarmant, quoi. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on oublie, peut-être qu'il y a des trucs qu'on capte pas, mais ça fout quand même un peu un sale nuage noir, je Ouais, trouve. non, mais là on le sent de toute façon pour le Bellator qui sont dans Ouais. une situation, on attend un peu, là on fait les trucs pour faire, parce que même, voilà, je veux dire, même le Bellator 300, je pense que vous qui allez regarder ce podcast ou nous écouter, je pense que vous n'étiez même pas au courant que ça allait avoir lieu. Il y a plus de signature du côté du Bellator non plus, ils se projettent plus avec des grands tournois qui sont annoncés, non, là ils sont vraiment dans une situation où on attend tranquillement le rachat par le PFL et c'est parti. Et globalement, tu vois, quels enseignements tirer du Bellator, moi je me dis vraiment, c'est est-ce que le PFL ne fait pas, c'est le Bellator, il y a trop de fois, ils ont été dans des situations, ils auraient pu faire des gros trucs, mais ils ont un peu trop attendu. Tu vois, quand ils avaient signé donc Feu Anthony Johnson et Yoel Romero, tout le monde voulait directement le combat entre les deux. Bah ils ont trop attendu pour le faire. Aaron Pico, on était dans une situation où ils ont joué de malchance, ils l'ont mis trop tôt face à des gars qui étaient pas forcément à son niveau, dans le sens qui étaient bien avancés dans leur carrière, alors que quand on regarde ce que l'UFC fait, autant nourrir les gars avec des highlights et ensuite vous le mettez contre des gars qui vont être très très chauds. Fedor aussi, on a eu cette situation où c'est vrai que ils ont pas eu trop de chance et je pense qu'ils étaient dans une situation où ils avaient un peu le cul entre deux chaises entre on le met face à des gars intéressants sportivement, mais aussi il faut le mettre face à des vieilles légendes, donc ça fait un petit peu le côté freak show, et aussi trop longtemps, trop de fois, ils ont opté pour la situation, on fait des Kimbo Slice contre Dada 5000, on va faire aussi, c'était quoi? C'était le pire, c'était Shamrock Ken Shamrock contre Royce Gracie. Voilà, horrible, mais vraiment horrible, qui pourtant, et c'est ça le pire avec ce combat, donc combat de quinquagénaire, mais le pire c'est que c'est la plus grosse audience all-time du Bellator, ce combat-là. Ouais. Alors que vous le regardez, honnêtement, je pense que, voilà, prenez un sac à côté, parce que c'est probable que vous allez vomir entre deux rounds, parce que c'est... non, mais parce que... Oh, la violence! Non, mais dans le sens... Non, mais moi, ce que je trouve terrible avec ça, c'est que tu peux pas... Enfin, tu peux faire ce genre de combat-là, mais tu peux pas le faire en disant... On est le Bellator, on veut concurrencer l'UFC, on vous regarde droit dans les yeux. Et de dire, tu sais, ou sinon tu fais un truc genre, voilà ce que fait le PFL aujourd'hui, on a notre catégorie Super Fight, où il y aura des Jack Paul qui vont combattre, ou voilà. Tu ne peux pas te dire, les gars, ça c'est le sportivement, on regarde l'UFC droit dans les yeux, on vous propose ça en même temps. Donc il y a eu, pour moi, tu vois, quelques ratés de ce type-là. L'autre aussi truc que fait le One FC, et qui pour moi était pas forcément un bon move, en tout cas, je trouve que ça ne passait pas du côté Bellator, c'est quand ils avaient aussi toute leur branche kickboxing. Et il y avait Bellator MMA et Bellator kickboxing, où c'est vrai que aux États-Unis, enfin cet exotisme qu'a le One de dire de temps en temps on fait du grappling, de temps en temps on fait du Muay Thai, de temps en temps on va faire du kickboxing, on va faire aussi du MMA, ça passe quand t'es le One FC et que t'es vraiment dans un délire où je pense que les gens quand ils regardent le One FC, tu t'attends à ce que ce soit le bordel. Quand c'est le Bellator, ça ne passait pas. Et en plus, je pense qu'il y a une autre donnée, c'est que c'est con, hein, mais c'est une organisation asiatique, le ONE FC. Le kickboxing, que ce soit le Muay Thai en Thaïlande ou dans la région, ou que ce soit le kickboxing au Japon, bah, t'as toujours eu un énorme vivier et un énorme intérêt. Et j'ai du mal à croire que ce soit pas étranger aussi au succès de tout ce qui est kickboxing et Muay Thai au One. Bah déjà, premièrement, c'est que dans le Muay Thai avec des gants de 4 onces au NFC, tu as énormément de champions de Muay Thai qui sont passés, énormément de champions de kickboxing aussi qui sont passés. Et ben, que ce soit proposé dans cette région-là et que ça marche, parce que ça fait énormément parler ce qu'ils arrivent à faire en kickboxing, je pense qu'il y a quand même une corrélation aussi, tandis que c'est vrai que je pense et j'ai l'impression, même si ça fait chier, parce que quand même, la France, la Hollande, enfin c'est l'Angleterre, c'est vraiment des terres riches de pieds-points, kickboxing en particulier. Mais effectivement, ça n'a pas été. Il y a eu un petit âge d'or à un moment donné, mais là on n'y est plus. Et c'est vrai que là depuis une décennie, peut-être un peu plus, c'est vrai que en termes de pieds-points, c'est plus compliqué le marché européen, et donc je pense aussi qu'il y a une corrélation. Encore une fois, est-ce que c'est parce qu'ils jouent de malchance ou pas? Tu vois, je sais pas, parce que c'est quand même pas de bol, tu vois, d'essayer de relancer le kickboxing et que ça ne prenne pas, peut-être lié à ça, peut-être à d'autres choses.
Mais ouais, c'est vraiment intéressant cette situation Bellator en tout cas. Et dernier point et pas des moindres, c'est vrai qu'avec Big Rusty on en avait souvent parlé, mais surtout en off, c'était la situation avec Scott Coker et la comparaison avec les Dana White et Eddie Hearn. C'est qu'en gros, Scott Coker, c'est un gars qui est donc le président du Bellator, certes apprécié de tous les combattants qu'il a, mais c'est vrai que devant la caméra, c'est un gars qui va pas faire de punchline, qui est vraiment sur le côté art martial, voilà, toujours respect et pas forcément le mec qui va sortir des phrases hyper inspirantes. Et la comparaison avec Dana White qui va être hyper incisif, ou Eddie Hearn qui lui est beaucoup plus, on va dire, garde ce droit de réserve, j'ai envie de dire, d'un patron d'une vraie organisation, mais qui est quand même beaucoup plus classe. Je trouve que moi ça a toujours été un problème pour le Bellator parce que il pouvait même pas se dire, ok, peut-être qu'on n'a pas les stars qu'à l'UFC, mais en tout cas on a une figure de proue, un mec qui va rester là ad vitam, qui lui peut vraiment porter l'organisation. Et c'est vrai qu'avec Scott Coker, il n'y a jamais eu ce moment où il a aidé le Bellator, en tout cas dans ses déclarations, à décoller un petit peu. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, c'est pas un jugement humain. C'est parce qu'il a une personnalité qui, de toute façon, dans un cercle d'amis ou de machin, il faut de toutes les personnalités. Mais c'est simplement qu'effectivement, pour une organisation comme celle-là, t'as besoin, je pense, et là, les exemples que tu as cités, je trouve, le prouvent. Et il faudra voir ce que ça donne avec le PFL, parce que pour l'instant, Peter Murray, il est plutôt en mode Scott Coker. Mais même le One avec Shatrice Thiodong, l'UFC avec Dana White, effectivement, Eddie Hearn avec Matchroom, c'est vrai qu'en fait, le fait d'avoir un capitaine charismatique du bateau, t'en as pas forcément besoin. Par exemple, le PFL, ils font que des bons moves et ils ont pas cette figure charismatique. Mais j'ai l'impression que si tu l'as, ça peut vraiment t'aider beaucoup quand même. Parce que même Chatri, tu vois, Thiodong, on en pense ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas, mais le fait que même si lui, tu vois aussi, il est en mode, il veut promouvoir l'esprit martial, etc., c'est un truc sur lequel ils se sont basés depuis le début, il a sorti, tu sais, l'émission The Apprentice, où il punchline, où il est en mode, il coupe des têtes, enfin, tu vois, il est vraiment très incisif, toi, tu dégages, machin, enfin, il n'hésite pas à montrer qu'il a la poigne, la main de fer, etc. Effectivement, et comme tu l'as dit, Eddie Hearn, c'est pareil. Eddie Hearn, très classe, mais s'il faut punchliner et prendre parti, il y va. S'il faut dire que Jake Paul est quand même un boxeur, c'est un boxeur moyen, il le dit. Il est pas en mode non, il est excellent. Bon, je ne pense pas qu'il va arriver un jour. Non, il est en mode bon, Jake Paul, boxeur moyen, respect à lui. Mais enfin, tu sais, il ose quand même dire des trucs. Il ose prendre opinion, prendre parti. Il a quand même un petit peu cette aura. Et c'est vrai que je sais qu'il y a des moments pour qu'on raccroche tous le wagon, mais où il y a eu des situations particulières avec le Bellator et où effectivement, je me souviens m'être dit, quand Scott avait pris la parole et que donc il avait joué entre guillemets la sécurité et puis ce qu'on peut comprendre, tu vois, il t'a pas envie de prendre de risques, etc. Mais où du coup on n'avait rien pu ressortir parce que c'était des phrases un petit peu comme fait du coup Peter Murray du PFL en ce moment. C'est objectivement quand tu as une conférence ou une interview avec Peter Murray, tu sais que t'as quasiment aucune chance d'en ressortir avec quelque chose de punchline, de croustillant ou de quoi que ce soit, parce que il va être très corporate. Scott Coker, c'était pareil, mais moi, je me souviens qu'il y a vraiment des conférences où je me pensais dans ma tête à haute voix, c'est quand même con, quoi. Là, ce serait l'occasion, effectivement, de dire un truc, tu sais, un peu ferme, un peu, ou c'est pas d'oser, c'est qu'on puisse ressortir de ta déclaration quelque chose qui marque un peu les esprits. Et comme il n'y a jamais eu ça, c'est vrai aussi que je pense qu'il y a des moments où ça aurait pu aider l'organisation et du coup, il n'y a pas eu ce petit push en plus qui aurait pu être utile, quoi. Et voilà, on a fait le tour, en tout cas, je pense, sur le Bellator et le fait qu'il y a peut-être un moment où ils auraient pu rattraper l'UFC, mais malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, on vous vivait les, selon toute vraisemblance, dernières semaines, derniers mois du Bellator. Big Rusty, on a terminé pour ce sujet? Ouais, je crois. Je pense que oui également. Donc, shout out, I'm Sweet Pea, you already know. Moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Et holy moly, Big Rusty. Et oui, la petite révolution des boissons énergisantes qui font également des thés glacés. Pourquoi c'est une révolution, Guillaume ? Pourquoi c'est une révolution, Big Rusty ? C'est simple. C'est parce que c'est bien moins polluant que les boissons habituelles parce que pas de canette, puisque c'est en poudre. Et puis également made in Allemagne. Germanie, en Europe. J'ajoute aussi qu'avec le code LASUEUR5, vous avez moins 5 € sur votre première commande. Et si vous commandez plusieurs fois, utilisez le code LASUEUR10, vous avez moins 10%. Pourquoi se priver, Big Rusty ? Bah oui. Je ne sais pas. Allez, c'est...